Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver pour parler des questions qui nous concernent. Et dans ce numéro-ci, nous allons parler des lombalgies ou mal de dos. Elles constituent une préoccupation importante de santé publique, faisant partie des principales causes d'invalidité dans le monde. D'ailleurs, les 3/4 de la population mondiale auront à un moment donné de leur vie des douleurs lombaires. L'invalidité globale liée aux lombalgies a plus que doublé depuis les années 90 et on peut s'attendre à ce qu'elle continue d'augmenter, surtout dans les pays à bas et moyens revenus compte tenu du vieillissement de la population. Alors, pourquoi avons-nous tous mal au dos au moins une fois? Comment apparaît une lombalgie? Comment ça se soigne? En combien de temps peut-on en guérir? On en parle avec nos invités. Docteur Émeric Kazanpan, bienvenue dans notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin rhumatologue. C'est bien ça. Madame de Souza, merci également à vous. Merci. Vous êtes kinésithérapeute, c'est ça? Oui. Nous parlons de lombalgie. Je l'avais dit déjà, docteur Kazanpan, la lombalgie, qu'est-ce que c'est et pourquoi la range-t-on dans la catégorie du mal de siècle? Merci, madame. Merci encore pour l'invitation sur ce sujet assez intéressant de notre pratique quotidienne. La lombalgie peut se définir comme une douleur qui siège au niveau de la colonne lombaire. C'est quoi la colonne lombaire? Je vais faire un petit rappel anatomique. La colonne lombaire est un segment de la colonne rachidienne qui siège du dos depuis le cou jusqu'au niveau du sacrum. Ouais, voilà. Comme on peut le voir sur l'image. Voilà. Donc, c'est le dernier étage, en fait. Puis il y a l'étage cervical, l'étage dorsal et l'étage lombo-sacré, bon, qu'on met souvent ensemble. Donc, c'est ce dernier segment qui est d'ailleurs le segment le plus mobile de la colonne, qui est affecté souvent par les douleurs. Et là, on parle de lombalgie. Voilà, un peu de manière simple, comment je peux définir la lombalgie. Madame de Souza? La lombalgie, pour vous qui êtes kinésithérapeute, qu'est-ce que c'est? En plus de la définition du docteur Kazanpan, bien évidemment. Comme l'a dit le docteur, c'est une douleur au niveau de la région lombaire, la région basse que nous avons l'habitude d'appeler les reins. Quand les gens ont mal au dos, ils disent souvent j'ai mal aux reins. Donc c'est la région basse du dos et c'est la région la plus mobile du dos et donc la plus disposée à faire des crises de lombalgie. Il y en a plusieurs, la lombalgie, il y en a plusieurs catégories. Oui, il y a la lombalgie commune que tout le monde peut avoir une fois dans sa vie sans aucun problème ou antécédent préalable. Et il y a la lombalgie spécifique qui est beaucoup plus, qui a des symptômes qu'on peut détecter avec des examens plus poussés. Docteur Kazanpan? Oui, pour un peu approfondir ce qu'a dit Madame de Souza, effectivement, il y a deux types de lombalgie. Voilà, deux grandes catégories. Il y a les lombalgies communes, qui sont des lombalgies vraiment, comme son nom le dit, communes à tout le monde et qui n'ont pas d'étiologie, c'est-à-dire de cause, voilà, identifiée. Et il y a bien sûr les lombalgies symptomatiques qui sont reliées à des affections sous-jacentes en fait, donc qui nécessitent des explorations complémentaires pour prendre en charge. Donc là, il faut prendre en charge non seulement le symptôme de la douleur lombaire, mais traiter l'affection sous-jacente. C'est cette lombalgie qu'on appelle également la lombalgie aiguë, c'est ça? Non. Non, Okay. En fait, le thème aigu fait opposition au thème chronique, encore que, bon, en fait, il y a le thème aigu, le thème subaigu et puis le thème chronique qu'on emploie souvent dans une discipline rhumatologique. En fait, le thème aigu, c'est employé par rapport à la durée de survenue du symptôme. Par exemple, une lombalgie qui évolue depuis moins de 4 semaines et une lombalgie aiguë. Une lombalgie qui survient pendant
3 semaines et au-delà, c'est une lombalgie chronique. Maintenant, entre les deux, on parle de lombalgie subaiguë. Voilà. On entend également parler de hernie discale, on entend parler de pincement discal, de scoliose dorso-lombaire. Ce sont des différentes formes de lombalgie, c'est ça? Non, c'est des différentes formes de pathologie du dos. Okay. Donc la lombalgie, comme vous venez de citer, il y a la lombalgie, il y a l'hernie discale, il y a la lombosciatalgie, ça dépend. Il y a plein de pathologies du dos dont fait partie la lombalgie. D'accord. Il est dit également que beaucoup de lombalgies ne donnent pas lieu à une consultation médicale et ne sont pas connues de ceux qui en souffrent, encore moins de leur entourage. C'est vraiment ça? Bon, la lombalgie, si elle vient une première fois, il y a des patients qui peuvent, sans rien faire, sans aucune consultation, avoir de la satisfaction au bout de quelques jours. Donc souvent, si ce n'est pas trop douloureux, si ce n'est pas un lombago, si ce n'est pas trop douloureux, ça passe souvent inaperçu. D'accord. Oui, vous savez, souvent dans notre quotidien, quand on a mal, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas aller consulter nécessairement, c'est d'abord faire passer la douleur. Donc en fait, quand c'est juste un symptôme douloureux qui apparaît, on pense d'abord à prendre du paracétamol ou bien un authentagique ou bien un anti-inflammatoire. Faire un massage. Voilà, faire un massage. Bon, il y en a plein maintenant. Donc on pense d'abord à le faire et c'est peut-être quand ça ne cède pas ou bien quand c'est récurrent que souvent on est amené à consulter. De consulter un médecin. Nous avons tendu également notre micro à quelques citoyens pour avoir une idée de leur connaissance de la maladie. Je vous invite à suivre et on revient dans quelques secondes. Pour le peu que je sais, c'est qu'il s'agit des douleurs que l'on ressent au niveau du dos. Donc voilà, au niveau du bas du dos ou tout le long du dos carrément. Quand je ne me couche pas dans la bonne position, il m'arrive de me réveiller avec quelques douleurs au dos. Et puis voilà, j'essaie de masser avec du beurre de karité. Je sais que les personnes âgées en souffrent beaucoup plus que moi sur 3-4 jours avant que ça passe. J'ai eu un problème de rage une fois. En ce temps, je suis en train de construire ma maison et je voulais ramasser les bois. Et quand je me suis baissé comme ça, en fait de soulever, et j'ai commencé par eu les mal comme ça. J'ai utilisé les médicaments traditionnels. C'est une maladie, mal de dos. Personnellement, non, parce que je suis un sportif. La lombalgie, c'est un mal de dos. Une douleur très aiguë que l'on ressent dans le bas du dos, due à des problèmes de nerfs. J'en souffre énormément. J'en sais beaucoup. Au départ, c'est des douleurs de dos simples qui après irradient dans les membres, mais des douleurs vraiment insoutenables. Vous avez des charges électriques dans les pieds. Vous venez de suivre quelques citoyens sur leur connaissance de la lombalgie et je pense que c'est ce que vous expliquiez, docteur. Des douleurs lombaires qui surviennent à tout moment, en fonction de plusieurs facteurs sur lesquels nous allons revenir. Je précise également que nous allons suivre dans un instant Madame Sylvie Toyon. Elle souffre d'une lombalgie et a accepté témoigner. Docteur Azampa, comment survient une lombalgie? Bon, une lombalgie peut survenir de plusieurs manières. Comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes de lombalgie, donc le mode de survenue est différent. Déjà, il y a 2 cas de figure. Quelqu'un qui n'a jamais souffert de lombalgie et qui subitement en souffre. Et ça peut survenir au décours de quoi? Au décours soit d'une mauvaise posture. On a un citoyen qui vient d'en parler. Quand elle se couche mal, elle a mal dans le dos. Donc la mauvaise posture, ça peut provenir de la position couchée, de la position assise, voilà. Ou bien, un autre citoyen l'a dit, c'est après un port de charge lourde, qu'on a mal dans le dos. Ou bien, le deuxième cas de figure, c'est un patient qui a l'habitude d'avoir des douleurs dans le dos et bon, voilà, qui au cours d'un mouvement ou bien au cours d'un mouvement bénin, d'un mouvement simple, réveille sa douleur là. On parle de poussée de lombalgie. Maintenant, après cela, il y a bien sûr le groupe des lombalgies symptomatiques, en fait, qui sont liées à une étiologie.
Là, donc, c'est un contexte d'une autre affection, soit d'un rhumatisme, soit d'une infection qui est là sous-jacente et qui s'est localisée au niveau de la colonne lombaire, donc qui commence à se manifester par des douleurs lombaires. Je ne sais pas si je peux aller plus loin pour préciser. En fait, c'est que quand c'est une lombalgie symptomatique, les caractéristiques sont différentes. Par exemple, quelqu'un qui a une lombalgie dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire ou bien d'une infection, la manifestation de la douleur n'est pas la même. C'est plutôt une douleur type inflammatoire, c'est-à-dire une douleur qui survient plus au repos. Au repos, c'est-à-dire c'est quand le patient est assis pendant longtemps ou bien la nuit, dans la deuxième moitié de la nuit, voilà, qu'il commence à sentir la douleur et le matin au réveil, c'est très pénible pour lui de démarrer sa journée. Mais une fois qu'il est dans la dynamique du mouvement, il est soulagé. Contrairement aux lombalgies communes qui sont souvent de type mécanique, qui sont provoquées par la sollicitation, donc c'est les mouvements. C'est la posture, voilà, ou bien le port de charge lourde. Donc il y a plein de choses qui peuvent entraîner des lombalgies même. On y reviendra. C'est pour ça que vous avez dit d'entrée d'émission que c'est le mal du siècle parce que ça touche tout le monde. Je voudrais ajouter que même le stress et puis l'anxiété peuvent être aussi des causes de la lombalgie. Y a-t-il une catégorie de personnes susceptibles de faire une lombalgie? Normalement tout le monde. Ça commence de l'adolescence. C'est vrai qu'il y a des tranches d'âge, ils sont beaucoup plus touchés que d'autres. Après 30 ans, c'est vrai qu'à cet âge, nous avons plus de responsabilités, il y a beaucoup plus de stress, donc c'est beaucoup plus à ce niveau. Et puis les personnes âgées qui ont déjà une fragilité au niveau du dos, qui peuvent avoir des problèmes de lombalgie. Les lombalgies représentent 20% des accidents de travail et 7% des maladies professionnelles. En a-t-on conscience, docteur? Pas vraiment, parce que c'est vrai que dans nos pratiques quotidiennes, on en reçoit beaucoup et le milieu professionnel y joue pour beaucoup. Le milieu professionnel y joue pour beaucoup et l'implication que cela peut avoir n'est pas toujours suivie. Voilà, parce que des lombalgies qui impliquent un réaménagement de pose, c'est pas toujours suivi dans le milieu professionnel parce que c'est lourd à engager, donc c'est assez difficile. C'est vrai que c'est très difficile de convaincre l'employeur que c'est au niveau du travail que l'employé a eu la lombalgie. Donc c'est un long combat pour faire aménager un peu les conditions de travail pour adapter un peu au mal, mais bon, dès que ça arrive, on essaye de traiter ça comme une maladie. Mais si nous sommes tous susceptibles d'en faire une fois, pourquoi les employeurs ne prennent pas des dispositions avant? Ça je sais pas, c'est peut-être que les employeurs pourront mieux répondre à la question, mais je pense que c'est beaucoup plus, moi je pense que c'est beaucoup plus les implications financières qui le font, parce que un matériel de bureau ergonomique n'a pas le même coût qu'un matériel de bureau qui n'est pas ergonomique. Et surtout, en fait, je pense qu'on gagnerait vraiment à plus axer la prise en charge sur la prévention. Parce que souvent, on regarde souvent le coût de la prévention et pour ne pas le faire, alors que la prise en charge pèse encore plus. On reviendra sur les questions de prise en charge. Madame de Souza, est-ce qu'il existe des facteurs de risque en dehors de ceux qu'on a abordés brièvement? Normalement, non, parce que en fait, la lombalgie peut survenir chez des personnes qui n'ont pas du tout d'antécédents, qui n'ont jamais eu de problème. Déjà, pendant l'activité sportive, après un mouvement brusque, la personne peut avoir une crise de lombalgie. Et aussi, chez des personnes qui ont des antécédents, donc c'est difficile de parler un peu de facteurs de risque. C'est vrai qu'il y a des activités qui, dès qu'elles sont faites de façon répétée, peuvent entraîner à la longue des lombalgies. Un employé, je donne l'exemple d'un employé qui, dans son bureau, n'a pas la bonne position réglementaire pour disposer son matériel de travail, peut, dès qu'il est toujours assis, poussé en avant, peut développer à la longue une lombalgie. De la même manière, quelqu'un qui fait le sport et qui ne s'est pas suffisamment préparé à l'avance aussi, peut avoir au cours de l'activité une douleur lombaire. Donc il y a vraiment beaucoup de... C'est vaste, assez vaste.
touchera pas ça. Docteur Azampon, parlant de facteurs, on sait chez les femmes, il y en a qui préfèrent les chaussures hautes qu'on appelle les talons. Est-ce que le port répété de chaussures hautes peut être un facteur? Oui, le port de chaussures hautes est un facteur avéré de lombalgie. Un facteur avéré de lombalgie. D'ailleurs, les chaussures hautes, c'est vrai qu'on connaît mieux les lombalgies, mais ça agit sur quasiment toutes les articulations portantes. Oui, oui. Que ce soit sur le pied, l'avant-pied, que ce soit sur la cheville, sur les genoux, sur les hanches, comme sur le dos. Maintenant, il faut dire que la hauteur des talons aussi joue. Oui. Aujourd'hui, bon, on dit souvent que les talons qui sont supérieurs à 4 cm sont plus sujets à causer des lombalgies que ceux qui sont inférieurs à 3 cm. Plus Bon. ils sont La affinés taille, aussi. oui. Voilà. Plus ils sont affinés vers le bas aussi. Donc, quelle est la taille conseillée pour faire attention, éviter au maximum? Attention, je ne vais pas parler de taille. Oui, Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, sinon ça va être un piège. Ça, Je préfère dire, plus les talons sont hauts, plus il y a de risque de lombalgie et aussi la fréquence. Bah, celle qui porte des chaussures aux talons une fois en passant et celle qui en porte tous les jours, ce n'est pas la même chose. La recommandation, puisqu'on ne va pas dire aux femmes de ne pas mettre des chaussures talons, mais au moins peut-être qu'on réserve les chaussures aux talons pour des circonstances exceptionnelles et plutôt porter des chaussures voilà, pas très hautes pour les jours ouvrables en fait. Voilà. Ok. On sait également qu'en Afrique particulièrement, beaucoup de femmes sont cambrées. Madame de Souza, est-ce que la posture cambrée est un facteur pour faire une... C'est un facteur parce que on a tendance alors dans ce cas à marcher avec le poids du corps vers l'avant, ce qui oblige les muscles lombaires à tout le temps nous ramener en arrière. Oui. Donc ils travaillent tout le temps. Mais en temps, il n'y a pas on ne travaille pas les abdominaux pour pouvoir rééquilibrer un peu au niveau de la colonne lombaire. Donc, c'est les facteurs de risque par rapport à l'hyperlordose lombaire. On sait également que dans les relations de couple, les fantasmes, ce n'est pas ce qui manque. Est-ce qu'il y a de risques quand on ne fait pas attention? Dans les positions, par exemple, c'est une parenthèse, est-ce qu'une position peut être un facteur de risque d'une lombalgie? Docteur Azampon? Bon, il faut dire que, en fait, comme tout autre mouvement, un mouvement brusque, un mouvement trop contraignant pour le dos est susceptible de créer des douleurs de dos. Voilà. Ce faisant, on ne pourra pas dire que telle position est incriminée, telle position est incriminée. Tout est dans la façon de s'y prendre. Et voilà, c'est surtout ça. Mais il faut dire quand même que les lombalgies aussi perturbent la vie sexuelle. Voilà. Vraiment. Perturbe la vie sexuelle. Carrément. Donc il faut au maximum l'éviter, c'est ça? Non, en fait, quand on a mal dans le dos, déjà, on en reçoit en consultation. Quand on a mal dans le dos, la vie sexuelle est souvent perturbée, que ce soit chez les deux sexes. La vie sexuelle est souvent perturbée. Et est-ce que le rhumatologue ou le kinésithérapeute, dans ce cas-là, est habilité pour apporter une solution quand ça arrive? Oui, bon. Le rhumatologue va certainement prescrire des antalgiques anti-inflammatoires. Et nous, on fait des étirements pour assouplir un peu la région lombaire qui se raidit souvent dès qu'il y a des douleurs lombaires. Comment prévenir les douleurs lombaires? Nous allons revenir sur la question après ce témoignage, je le disais, de Madame Toyon, que je remercie au passage. Suivez. À un moment donné, j'ai commencé par avoir très mal. Il faut parler un peu plus fort. J'ai commencé des traitements rhumato. Très simple d'abord, après on m'a envoyé chez un rhumato et puis après chez un neurologue. J'ai commencé avec des traitements symptomatiques d'abord et puis après des traitements plus approfondis, des infiltrations. Au départ, on m'a fait faire un plâtre, on appelle ça un lombo sciatique, un lombostar. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait les infiltrations, j'ai essayé tout ce qu'il fallait faire. Bon, ça n'allait pas. Finalement, mon neurologue m'a dit la meilleure solution, c'est que vous acceptiez de vous faire opérer. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que ça va? Bon, je touche du bois, ça va mieux. C'est pas tout à fait ça, c'est vrai. Bon,
Ça n'a pas été facile de se faire opérer dans le dos. C'est très sensible, c'est des nerfs. Bon, je me suis vraiment fait opérer. J'avoue, je me suis fait opérer 2 fois. Parce que la première fois, je n'ai pas eu de satisfaction. Et puis la deuxième fois, bon. Depuis 2016, je me suis fait opérer la deuxième fois. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, je touche du bois. Bon, quand on touche un organe du corps, hein, vous savez, c'est pas toujours aisé. Ce n'est plus comme au départ, voilà. Donc, bon, j'y ai mis du temps avant de me décider à commencer le traitement et à me faire opérer. Je ne saurais vraiment le dire. Les médecins disent qu'il y a la position assise longtemps puisque je suis secrétaire. Il y a des fauteuils quand ils ne sont pas confortables. Il y a peut-être l'âge aussi qui intervient à un moment donné. À l'instant, Madame Toyon qui a accepté partager avec nous sa douleur, la lombalgie. Docteur Azankman, dites-nous, oui, avec la description de Madame Toyon, on est en face de quel type de lombalgie? J'avoue que quand j'ai suivi Madame Toyon, son tableau me fait penser plutôt à une lombosciatique. En fait. C'est une douleur lombaire, c'est vrai, mais qui s'est compliquée. En fait, une sciatalgie qui est une irradiation dans le membre suivant le territoire d'une racine nerveuse. Voilà. Elle a été opérée 2 fois? Oui. La sciatique, la prise en charge de la sciatique peut relever d'un traitement chirurgical en cas d'échec du traitement médical, ou bien en cas de risque de paralysie ou bien de déficit. Voilà. À quel moment s'inquiéter et qui consulter? Madame je voudrais revenir sur le cas de Madame Toyon, tout à l'heure. C'est vrai que dès que la douleur est forte, les patients se font opérer. Et je pense qu'il vaut mieux attendre le plus longtemps, le plus tard possible pour le faire, parce que ce n'est pas souvent ou ce n'est pas toujours gage de réussite, de diminution de la douleur. Ça peut revenir après. Et bon, on revient encore à la case de départ. Et pour d'autres opérations. Voilà, oui. Je demandais à quel moment de la douleur il faut consulter le médecin. Et qui consulter? Parce qu'on sait qu'on parle de rhumatologue, on parle de kinésithérapeute, on parle de neurologue. Il y a beaucoup de médecins qui interviennent quand il s'agit de lombalgie. Bon, je pense que dès qu'on a une douleur et qu'on n'arrive pas à faire passer par tout ce qu'on a l'habitude de faire à la maison, c'est de consulter un généraliste qui vous oriente après les examens vers le spécialiste le plus adapté pour vos symptômes. Bon, souvent les gens ne font pas, parce que dès que tu vas chez le généraliste, ils commencent le traitement en même temps et ils ne vont pas chez le spécialiste. Et c'est quand ça devient beaucoup plus grave que le spécialiste est appelé. Donc c'est vrai que la population ne sait toujours pas quel est le meilleur spécialiste à contacter. Mais bon, ce que moi je conseille pour une douleur, comme c'est un problème articulaire, systématiquement, il faut consulter un rhumatologue. Maintenant, si ça doit se compliquer en sciatique ou autre, pourra vous orienter vers le neurologue. Docteur Azankman, vous êtes rhumatologue, donc c'est une question qui relève de vos compétences. Oui, il faut dire à quel moment consulter? Il faut consulter quand on a mal. Quand on a mal et quand on déjà dès les premiers jours? Bon, quand on sent que c'est une douleur, voilà, en fait, quand on ne la sent pas, quand on sent que ce n'est pas une douleur qui peut passer, ou bien quand c'est une douleur qui ne passe pas au repos, ou bien après la prise d'un analgésique, il faut rapidement consulter. Maintenant, qui consulter? Oui, par principe, le patient ne sait pas toujours qui consulter. Donc, au moins, le généraliste, il est là. C'est vraiment le premier médecin qu'on peut consulter. Mais par contre, si on avait déjà des problèmes de dos et on sait qu'on en souffre, oui, on peut directement aller voir son spécialiste, le rhumatologue et autres. Il faut dire que c'est vrai que plusieurs spécialistes interviennent dans les pathologies du dos. Par exemple, le rhumato, qui est quand même en première ligne. Il y a les orthopédistes un peu, quoique là, il faudra vraiment... De toute façon, l'orthopédiste, à un moment donné, passera toujours la main. Et il y a en fait le neurologue,
en fait, le neurologue, à vrai dire, il intervient surtout dans les problèmes de dos quand il y a une symptomatologie du sciatique. Oui. Voilà, puisque il y a une composante neurologique, puisque la cause de la sciatique est d'abord rachidienne, donc là c'est osseux, donc c'est d'abord le rhumato, et après le neurochirurgien, lui, c'est plutôt en cas de véritables complications. Voilà. Donc, pour opérer. Voilà. Mais l'un dans l'autre, le patient retombera toujours sur ses deux pieds. C'est d'abord le généraliste, ou alors s'il est habitué à souffrir de mal de dos, aller voir son spécialiste, le rhumato qui le suit. Voilà. Par exemple, il nous arrive dans notre pratique de recevoir des patients du neuro, de recevoir des patients du neurochi, de recevoir des patients des collègues orthopédistes et vice-versa. Et de même dans la prise en charge des lombalgies, surtout quand il y a des sciatalgies, quand il y a des compressions, quand il y a des déficits, on les réfère bien sûr à nos collègues neurochirurgiens ou bien à nos collègues orthopédistes si ça relève de l'orthopédie. Donc quand on n'a pas assez d'informations, il faut consulter un généraliste. Oui, un généraliste, oui, si on en a apporté demain, oui, c'est toujours lui, il se chargera de vous orienter ou bien de consulter directement un spécialiste si vous en connaissez. Oui. Madame de Souza, à quel moment vous intervenez en tant que kinésithérapeute? Bon, dès que la prescription est faite, parce que le patient a déjà eu le temps de consulter le spécialiste pour gérer la douleur. Maintenant, dès que la prescription elle est faite et que nous on l'a, on commence la rééducation. Donc, vous ne pouvez pas commencer une rééducation ou essayer de prendre un patient tant que ce dernier ne vient pas avec une recommandation d'un médecin, d'un autre médecin. C'est mieux d'avoir une recommandation parce que ça permet d'éliminer d'autres causes. Parce que dès qu'il y a des contre-indications pour des cas infectieux, de la kiné, donc vous ne pouvez pas commencer par traiter le patient sans écarter tous ces risques. Donc, il vaut mieux attendre une prescription. Là, au moins, vous savez que beaucoup de cas ont été écartés et que vous pouvez commencer par intervenir. C'est pour la sécurité du patient. Donc, il y a beaucoup de patients qui se plaignent aussi des coûts, en parenthèse, des soins en kinésithérapie. Et on se dit, si c'est pour une rééducation, est-ce qu'on a des raisons? En fait, c'est vrai qu'on est dans un contexte socio-culturel un peu bizarre où on dit la kiné, c'est le massage. Oui. Donc, du coup, dépenser de l'argent pour aller se faire masser, ce que la grand-mère peut faire ou n'importe qui à la maison peut faire. Donc, or, la kiné, le massage, c'est vraiment infime dans notre pratique. Donc, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'on est en train de travailler au niveau de notre corporation pour essayer d'harmoniser un peu les coûts et tenir compte du contexte du coût de vie actuel. Ce n'est pas facile et donc on essaye de tout faire pour faciliter la tâche aux patients. Quel est le traitement adapté pour une lombalgie? Sinon, quels sont les traitements? Okay. Merci. Je préfère la dernière question. Quels sont les traitements? Parce qu'il n'y a pas une lombalgie, donc il y a plusieurs traitements. Voilà. D'abord, le traitement dépend de la cause. Il y a des traitements qui sont communs à toutes les lombalgies. Le principe de la lombalgie, c'est quoi? C'est d'abord la douleur. Le patient, il a mal. Lui, il vient vous voir. La première chose qu'il veut, c'est vraiment faire passer la douleur. Il ne veut pas savoir. Bon, c'est après qu'il veut s'intéresser à la cause. Voilà. Lui, c'est d'abord le soulager. Donc, c'est d'abord... Donc, le premier principe, c'est d'abord soulager le patient. Et pour soulager le patient, on a plusieurs offres. D'abord, il y a le traitement médical, avec bien sûr les antalgiques, les anti-inflammatoires et plein d'autres médicaments. Mais il y a également la kinésithérapie, je ne vais pas en parler, je laisse Madame de Souza en parler, qui fait partie vraiment du traitement de première ligne des lombalgies, sauf en cas de contre-indication. Et donc c'est pour ça que quand le patient vient, il a mal dans le dos, premièrement on le soulage, mais on l'interroge, on l'examine et on demande certains bilans si c'est nécessaire, histoire d'éliminer des contre-indications ou d'autres causes. Voilà. Et donc, quand on a soulagé le patient, quand on a investigué et puis on a une étiologie éventuellement, maintenant on vient prendre en charge cette étiologie-là. Si c'est une infection, bien sûr, on traite l'infection. Si c'est un rhumatisme inflammatoire, on met le traitement adéquat pour ce rhumatisme inflammatoire.
Maintenant, après, il y a toute une autre phase, après le traitement médical. C'est la phase, toujours, c'est la continuité de la kinésithérapie. Parce que quand on a mal dans le dos, vous savez, le mal dans le dos, il y a ce qu'on appelle des facteurs de chronicisation. C'est-à-dire, il y a des facteurs de risque qui sont clairement identifiés aujourd'hui, qui sont des facteurs de risque qui entraînent une chronicisation de la douleur, c'est-à-dire une douleur qui a commencé, on la soigne, quelques temps après ça revient. Donc en fait, il y a un facteur qui entretient cette douleur-là. Donc il faut déjà pouvoir trouver le facteur. Voilà, il faut voir dans le patient, il faut l'interroger dans son environnement, dans sa psychologie, pour voir s'il y a des facteurs de chronicisation ou pas. Parce que s'il y a des facteurs de chronicisation, il faut également prendre en charge le patient par rapport à ces facteurs. Sinon, ça va devenir un cercle vicieux où il vient pour des douleurs, on le soigne, après il repart. Tout à l'heure, ma collègue a parlé par exemple de stress. Voilà, c'est simplement un facteur de chronicisation. Quelqu'un qui est stressé, angoissé, quand il a mal dans le dos, il a toutes les chances de rendre, d'avoir mal dans le dos de manière chronique en fait. Donc il y a tout ce paramètre-là. Donc il y a la prise en charge médicamenteuse et la prise en charge non médicamenteuse. Voilà. Qui parle de kinésithérapie. Kinésithérapie et d'autres thérapies fonctionnelles. Donc il y a d'autres thérapies en plus de la kinésie. Oui, il y en a. Il y a les ostéopathes et tout le... Non plus. Vous avez parlé de massage. D'ailleurs, dans l'élément que nous avons suivi, il y a un citoyen qui a parlé de massage traditionnel. Est-ce qu'avec les massages également, on n'a pas de risque d'accentuer le mal? Oui, ça dépendra toujours de la cause. Si c'est juste une contracture musculaire qui a entraîné la lombalgie, avec un massage, ça peut décontracturer et le patient peut soulager. Mais si c'est une cause infectieuse, le massage va aggraver. Ou si c'est dû à une hernie discale, c'est encore pire. Donc je pense que le mieux, c'est toujours de venir consulter, histoire d'éliminer les facteurs de risque d'aggravation avant de faire quoi que ce soit. Dès que vous avez mal, prenez des antalgiques et dès que ça ne passe pas, allez voir le rhumatologue. Dans certains cas également, on conseille des appareils de contention lombaire. Parfois, on l'utilise et on a l'impression que ça ne change rien et qu'au contraire, le mal s'accentue encore. Docteur Adjoint. Oui, merci. En fait, les appareils de contention lombaire, je pense qu'il y a beaucoup de mésusages sur les appareils de contention lombaire, il faut le dire. Tout mal de dos n'est pas éligible à un appareil de contention lombaire. Aujourd'hui, tout le monde a mal dans le dos, je vais mettre ma ceinture. Non. Il y a des indications claires et précises pour mettre la ceinture lombaire. Et cet appareil de contention doit être mis pendant une période très courte, parce que le port permanent de ces appareils de contention lombaire nous fait retomber aussi dans les lombalgies chroniques. Parce que vous savez, il y a plusieurs facteurs dans le dos. Il y a l'os, avec les vertèbres qu'on a vu tout à l'heure. Il y a les muscles, il y a les nerfs, il y a les ligaments, il y a tout ça. Le muscle, il a besoin de travailler pour avoir sa tonicité. Donc, en fait, quand on porte les appareils de contention lombaire tout le temps, du matin jusqu'au soir, tout le temps, au repos, on met tout ça, le muscle, il s'affaiblit à la longue. Et là, le muscle qui est affaibli, quand vous mettez votre ceinture, vous avez une impression de mieux-être. Mais quand vous l'enlevez, vous ressentez, donc, en fait, vous courez remettre la ceinture et puis voilà, ça commence à être insécurité. Je ne dis pas que les appareils de contention lombaire n'ont pas leur place. Ils ont leur place, mais il faut vraiment savoir les en garder et suivre les indications du médecin ou bien du kinésithérapeute. Voilà, je sais que les kinésithérapeutes n'aiment pas trop les appareils de contention lombaire. Je sais d'ailleurs qu'ils n'aiment pas trop ça. Pas du tout, parce que ça, juste pour soulager quelques jours, mais pas plus, parce que là, comme l'a dit le docteur, ça affaiblit complètement le muscle et ça donne une sensation de sécurité. Et le patient, parce que dès que tu n'as pas l'appareil, tu fais un mouvement qu'il ne faut pas, ça te fait un rappel à l'ordre, pas la douleur, et tu te corriges. Mais avec l'appareil, tu fais tout ce qu'il faut et tu ne sens pas, parce que ça te donne une sécurité. Et dès que tu l'enlèves, tu aggraves complètement ton cas. Donc nous,
c'est pas trop ce qu'on recommande. C'est ça. Selon une étude publiée dans la revue scientifique lancée, en regroupant et en analysant la littérature sur cette maladie, les experts ont montré que trop de patients souffrant de douleurs dorsales ne recevaient pas les bons traitements et que cela engendrait des souffrances et des coûts inutiles. Les lombalgies seraient principalement traitées par des indications de repos, arrêt de travail, d'imagerie, d'antalgie et de chirurgie. D'ailleurs, vous l'avez dit et je vois déjà Madame de Souza. Or, il s'avère que le maintien en activité et la gestion de la douleur sont bien plus efficaces. Madame de Souza? Oui, vraiment, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est dès qu'on a mal, on se repose. C'est vrai qu'il faut se reposer, mais il faut recommencer l'activité plus vite. Pour recommencer l'activité, plus les muscles vont reprendre le travail et donc s'arranger pour calmer la douleur. Le corps humain est tellement bien fait avec ces mécanismes. Si vous le poussez à ces retranchements, se corrige automatiquement. Donc, si le patient se repose tout le temps, les muscles vont s'affaiblir parce qu'un muscle qui ne travaille pas s'affaiblit. Et puis, vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous vous reposez, la douleur se calme et après, ça revient. Ainsi de suite. De mieux, c'est de reprendre vraiment au plus tôt les activités. Maintenant, il y a c'est-à-dire il y a des phases. Vous ne pouvez pas reprendre tout de suite. Donc, avec le kiné, nous allons vous montrer ce que vous allez faire dans un premier temps, ainsi de suite, jusqu'à la reprise totale de l'activité. Donc, ce qu'on conseille en général, c'est de ne pas trop se reposer. La chirurgie également, docteur, en particulier, ne serait indiquée que dans des situations exceptionnelles. Ouais. En fait, il faut dire qu'une lombalgie, le traitement d'une lombalgie pure ne relève pas de la chirurgie. Oui. La chirurgie, c'est dans une lombalgie, ça veut dire qu'il y a des complications. En fait, il y a assez de traitements pour une lombalgie. On ne peut pas vraiment schématiser tous les traitements ici. J'ai parlé tout à l'heure des antalgies. Après, il y a la physiothérapie. Il y a même les infiltrations que l'on fait souvent. Mais en fait, c'est vraiment du cas par cas. Mais pour revenir à la chirurgie, une lombalgie simple ne relève pas de la chirurgie. Mais par contre, quand il y a des complications à type de sciatique hyperalgique, sciatique déficitaire, ainsi de suite, ou bien parfois il y a aussi peut-être des fractures de vertèbres. Ah oui. Voilà. Là, oui, ça peut relever parfois de la chirurgie, mais voilà, la chirurgie ne traite pas les douleurs lombaires, mais traite plutôt certaines complications ou bien certaines étiologies. Voilà. Donc, parce qu'on voit souvent des patients qui ont été opérés, mais qui ont toujours des douleurs lombaires. Et qui subissent encore une autre opération. Qui subissent d'autres opérations, ou bien certains qui comprennent finalement que il faut accepter certaines douleurs et faire avec. Que faire en cas d'échec de traitement? Bon, en cas d'échec de quel traitement déjà? Belle question. Quel traitement? Pourquoi? Bon, parce que là, dès que la personne a une lombalgie, il faut tout un processus. Donc, la personne va voir le rhumatologue qui commence son traitement médicamenteux et dès qu'il estime que c'est nécessaire, il fait la prescription de la kiné. Nous, on prend la relève. Nous aussi, on fait de l'antalgique aussi avec tout ce qu'il faut, du chaud, du froid et tout, pour pouvoir calmer la douleur. Et après, il faut faire des corrections parce que dès qu'il y a la lombalgie, les muscles qui sont douloureux ont tendance à se comporter d'une manière qui peuvent créer des déséquilibres au niveau de la normale physiologique de la colonne vertébrale. Donc, il y a des corrections, des assouplissements, on gèle l'arrêt et dès qu'après tout ça, la douleur se calme, normalement c'est bon, le traitement est fini. Et après? Maintenant, s'il y a une récidive et que la récidive se complique d'une sciatique et qu'il faille aller vers un neurologue qui fait son traitement et qu'après, ça ne passe toujours pas, ça va vers la parésie. Déjà, en plus, vers la paralysie, là, c'est le traitement chirurgical. Maintenant, après tout ça, il peut arriver que le patient souffre toujours. Donc, il va falloir qu'il accepte la douleur parce qu'il y a un phénomène qui se passe dès que tu as une douleur et que tout le temps, tu es calqué là-dessus, elle est là. Il faut essayer donc, c'est également psychologique. Voilà, parce que l'aspect psychologique aussi aggrave la douleur.
elle n'est peut-être pas si intense, mais du fait que ça constitue une préoccupation et que tous les muscles sont contracturés dans ce sens, ça va augmenter la douleur. Donc il va falloir que le patient accepte la douleur, accepte sa condition et que progressivement puisse trouver le soulagement. Docteur Azankpan. Ok. Échec thérapeutique, moi ça me fait réfléchir. En fait, il y a la lombalgie, elle est très vaste. Échec thérapeutique. Bon, voilà. Si c'est un échec thérapeutique dans le cas d'une lombalgie commune. D'abord, vous savez, dans le traitement, il y a la phase médicamenteuse, la phase de la physiothérapie. Et quand ça ne répond pas en fonction des étiologies, on va aux infiltrations. Donc, en fait, il y a tellement de cascades thérapeutiques que, avant de parler d'un échec thérapeutique, peut-être on peut parler d'échec thérapeutique au traitement médical, et ce qui a nécessité peut-être d'associer la physiothérapie. Et puis, éventuellement, ça n'a pas marché. Il faut associer peut-être des infiltrations, ainsi de suite. Maintenant, après... pour les lombalgies symptomatiques, je pense que c'est l'étiologie le problème. Si l'étiologie est bien contrôlée, s'il y a une infection, tant que l'infection n'est pas maîtrisée, vous aurez toujours mal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rhumatisme inflammatoire chronique. Et ça me ramène à ce qu'a dit Madame de Souza. Comme on le dit, c'est chronique. Voilà. Et il y a un fond chronique qui va rester, donc qui va nécessiter un traitement au long cours. Donc ça ne partira jamais. Totalement non. En fait, il y a cet rhumatisme inflammatoire que l'on met en rémission. On parle plutôt du thème de rémission plutôt que du thème de guérison. Voilà, parce que là, le rhumatisme s'éteint, mais cela ne veut pas dire que vous êtes complètement guéri, parce que ça peut revenir à tout moment. Voilà. Est-ce qu'on en meurt? Rarement. En fonction des étiologies, il y a des étiologies de lombalgie qui peuvent engager le pronostic vital. Voilà. Donc, il y a de très très faibles chances d'en mourir. Même si on sait que nous sommes très peu à avoir la chance de s'y échapper, comment est-ce qu'on peut prévenir la lombalgie? Bon, comment est-ce qu'on prévient la lombalgie? Merci de me faire parler en premier, parce que je pense que Madame de Souza aura beaucoup plus de choses à dire que moi. C'est déjà, globalement, un mot, les mesures d'hygiène du dos. Les mesures d'hygiène du dos, c'est quelques mots, mais qui englobent beaucoup de choses. Déjà, les mesures d'hygiène du dos, c'est dans notre vie de tous les jours, professionnelle, domestique, dans la voiture. En fait, on doit tout le temps veiller à adopter des postures qui sont assez appropriées pour notre colonne. Déjà, éviter de s'asseoir pendant des heures et des heures, avoir un siège bien adapté, au bureau, avoir les écrans ou bien le matériel bureautique qui soit bien adapté aux pauses de travail, éviter bien sûr le port de charge lourde. Si on doit peut-être s'abaisser, prendre des choses, il y a des techniques que les kinés savent bien montrer. Donc il y a beaucoup, si on rentre dans la prévention, c'est beaucoup plus toutes ces choses-là qu'il va falloir faire. Maintenant, après, vous savez, l'organisme, il est dynamique. Donc, il y a des phases de la vie où l'organisme subit des modifications. Je prends par exemple chez les femmes, la grossesse, l'accouchement. Voilà, il faut... La prise du poids aussi. La prise de poids, ce sont des situations qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, après l'accouchement, n'hésitez pas à faire de la rééducation pour remettre vos muscles dans leur état de début. Donc en fait il y a plusieurs précautions à prendre. C'est pour vraiment la prévention. C'est pas tant médicamenteux que ça. Aucun médicament ne va prévenir la lombalgie chez vous, mais c'est beaucoup plus les mesures d'hygiène du dos qui passent par le lit, partout, tout. C'est vrai que c'est très vaste. Bon, si on doit parler en généralité, c'est vrai, le docteur a déjà eu à passer évoquer par quelques points. Voilà. Donc, la literie, il faudrait que ce soit de bonne qualité. Bonne qualité, c'est quelle qualité? Ça, bon, dur. Des matelas... plus ou moins dur. C'est vrai qu'il y a des professionnels dans le domaine où ils fabriquent ces genres de choses qui font maintenant de la literie adaptée au corps, qui évitent les secousses dans les lits ou bien les déséquilibres de la colonne vertébrale.
Bon, ça, c'est pour les spécialistes du domaine. Maintenant, la position assise, effectivement, on s'assoit tout le temps, mais on n'a jamais l'idée de se lever un peu pour se dégourdir la jambe, pour relâcher un peu les articulations et tout. Comment est-ce qu'il faut s'abaisser? C'est vrai que c'est comme une éducation qu'il faut refaire au niveau de tout le monde et permettre aux gens de les connaître pour éviter que ça n'arrive. Maintenant, pour les cas de femmes, c'est vrai que nous, on a la double peine en fait. C'est beaucoup plus compliqué parce que la femme passe par effectivement les accouchements, donc il y a un étirement des muscles abdominaux et un relâchement après. Or, il y a une symbiose entre les muscles du dos et les muscles les muscles abdominaux. Donc ça fait que dès qu'il y a un qui est relâché et l'autre qui est trop contracturé, ça agit sur la statique normale de la colonne vertébrale. Donc il faudrait, après l'accouchement, systématiquement venir vers la rééducation pour se faire un peu renforcer. Maintenant, je pense qu'à partir d'un certain âge, les muscles naturellement se relâchent. Si vous n'avez pas une activité physique régulière et que vous êtes tout le temps sédentaire, il faudrait que vous vous mettez en tête de venir vous faire des séances d'entretien pour pouvoir vous montrer la meilleure manière de maintenir le dos et d'éviter à la longue d'avoir les problèmes de lombalgie. C'est vrai que c'est vraiment vaste. On ne peut pas citer maintenant des préventions. C'est vraiment adapté au cas par cas. Au cas par cas, ça dépendra de la forme physique de la personne, de son niveau de vie. C'est-à-dire si la personne est sédentaire, si la personne bouge, donc tout ça là, ça dépend. Et il y a aussi l'état de nos voix et tout ça là, donc on ne peut pas demander à ce que nos voix soient parfaites, donc il y a tout ça. Donc le mieux, c'est de renforcer les muscles qu'il faut au moment où il faut pour éviter d'avoir la lombalgie. Que dire donc de nos mères, de nos femmes en Afrique qui ont tout le temps des bagages, qui ont un poids sur la tête et même avec l'âge, elles continuent de porter des poids sur la tête. C'est vrai que pour c'est vrai que quand on voit un peu, c'est un peu contradictoire ce qui se passe. Nos grands-mères ont toujours porté des charges et n'ont peut-être jamais développé la lombalgie dans leur vie. Et nous, c'est vrai que maintenant, dès que quelqu'un s'amuse à porter des charges, je pense que ça doit être une maladie du développement ou pas. Mais je pense que le fait de commencer déjà assez jeune à porter des charges muscle un peu, parce que le corps humain s'adapte toujours. Donc ça muscle un peu, ça adapte la colonne vertébrale aux charges. Donc elles sont plus préparées à supporter les contraintes sur la colonne vertébrale qu'une femme qui n'a jamais fait ça et qui veut commencer ou qui met des contraintes sur son dos. Donc le tout, c'est une affaire d'entraînement. Docteur Azampon, vous êtes de oui, je suis de son avis. Vous savez, aujourd'hui, on a un mode de vie beaucoup sédentaire. Beaucoup sédentaire, ce n'est pas le cas chez nos grands-mères. Et on a aussi des artifices de beauté qui ne sont pas, qui nous rendent pas service. On a parlé aujourd'hui des talons, mais nos grands-mères ne mettaient pas les talons parce que déjà les talons augmentent la lordose, donc créent des facteurs de contrainte de survenue de douleur dans le dos. Nos grands-parents bougeaient beaucoup, travaillaient beaucoup, donc le travail musculaire était constamment là. Donc c'est vraiment des facteurs. Déjà, ils ne dormaient peut-être pas sur des matelas, peut-être ils dormaient au sol, sur un plan ferme. Donc vous savez, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient l'air de rien, mais qui étaient quand même, qui leur permettait de mieux tenir que nous. Ceci étant, ça ne veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas de problème de dos. Il faut dire que avant, vous savez, on supportait plus la douleur. On exprimait moins ces sensations de douleur. Aujourd'hui, c'est tellement facile de dire qu'on a mal que bon, voilà. Donc, les plaintes sont plus récurrentes. Nous sommes prêts à la fin de cette émission. Madame de Souza, très rapidement, quelques mots pour finir, des conseils peut-être. Bon, pour les conseils, comme je l'avais dit au départ, dès que vous avez mal au dos,
ne faites pas directement le massage parce que très souvent, c'est le facteur aggravant. Parce que si vous avez la chance que ce soit une lombalgie commune, vous pouvez encore, une lombalgie commune, vous pouvez encore vous en sortir. Mais si c'était quelque chose de sous-adjacent plutôt, qui est beaucoup plus grave, vous risquez d'aggraver votre cas. Et très souvent, quand vous venez à notre niveau, c'est déjà tard. Oui, donc il faut vraiment consulter les spécialistes que vous avez mal. Docteur Azanfan? Oui, bon, mon mot de fin, c'est quoi? C'est d'abord la lombalgie, c'est un véritable problème de santé publique. C'est fréquent, tous les âges sont touchés. Un petit exemple, aujourd'hui, quand je vois peut-être les enfants aller à l'école avec de gros sacs au dos, moi je pense à plus tard déjà. Je me dis, mais tiens, ça c'est des facteurs de survenue de lombalgie plus tard. Donc déjà, c'est dès le jeune âge qu'il faut prendre les bonnes habitudes pour éviter la survenue de certains types de lombalgie. Il faut dire que c'est vrai, la lombalgie, on le fera tous avec le vieillissement, voilà, mais quand même, il y a des formes de lombalgie qu'on peut prévenir. Donc, c'est surtout les mesures d'hygiène du dos. Éviter le surpoids, éviter des mouvements brusques, le port de charge lourde, et puis essayer de ménager tant qu'on peut. Éviter également la sédentarité. Voilà, tout ça. Merci à tous pour votre disponibilité. La lombalgie touche davantage de personnes que les cancers du poumon, de l'intestin et du sein réunis, selon l'Organisation mondiale de la santé. La population en âge de travailler est particulièrement concernée. Nous sommes donc tous concernés. Et j'espère que les explications apportées sur ce plateau vous permettront de faire mieux attention à votre dos et tout ce qui y touche. C'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir reçus et à la prochaine avec le même plaisir.